Raphael Saul from France. Who's going to round the next mark first? Saul has taken over the lead and jives around the mark ahead of Nash, but he makes his bin much too wide. J'ai toujours été compétiteur. Donc, une entreprise, c'est une compétition aussi. On se bat contre des concurrents, ça s'appelle des concurrents et c'est pas pour rien. C'est que soit on est devant eux, soit on est derrière. Et j'ai toujours eu cet esprit de compétition. But Raphael was always one of the better French guys. Always a good competitor in every discipline. Bien sûr, Raph, c'est quelqu'un qui lâche rien, quoi, hein, qui va au bout de ses trucs. Il se lève avant tout le monde et il bosse après tout le monde. Chaque année qui va passer sur l'eau va être une année supplémentaire d'expérience, de ressenti. Il faut se rappeler quand même que Raph, il a toujours été sur l'eau, toujours. C'est-à-dire qu'il habitait Carnon, ils avaient une maison au bord de l'eau. Son papa était marin, a toujours eu des bateaux. Quand Raphaël était jeune, ado, il a eu les 420, il a commencé optimiste, les 420, les dériveurs. La première planche de la côte, c'est son père qui lui avait offert, et je crois qu'il avait 13 ans. Et un jour, il y a des Hollandais qui ont débarqué avec une planche à voile et qui ont loué un appartement à côté de chez moi à Carnon. Et j'avais un dériveur, mais à l'époque, à 12 ans, 11 ans, 10 ans, il fallait qu'on soit 4 copains pour sortir ce 4,75. C'était tout le temps compliqué. Et quand j'ai vu ces Hollandais qui avaient une planche à voile, ils montaient ça, ils partaient tout seuls, glisser sur la mer. J'ai discuté avec mon papa, j'ai dit mais c'est ça qu'il faut qu'on ait, le dériveur c'est trop compliqué. Du coup, en 76, mon papa est allé à Marseille acheter une des premières windsurfers de l'époque et l'a ramenée chez nous. Il y en avait une ou deux sur la côte, on ne savait même pas trop comment ça marchait. Donc tout a commencé de là. Le Français Raphaël Salle a remporté avec facilité tous ses éliminatoires. En finale, il effectue à nouveau un départ remarquable. Dunkerbeck a beau lui faire l'intérieur au premier jibe, il tombera quelques mètres plus loin. Au début, en planche à voile, j'ai fait les régates devant chez moi. Puis, en voyant que je marchais bien, je me suis retrouvé dans des régionales, internationales et ainsi de suite. Donc, j'ai commencé la planche à voile en 76 et en 79, j'ai été déjà dans les premiers championnats mondiaux de ce sport, en fait. Donc, ça allait vite quand même. Raphaël Salle est désormais en tête avec à ses trousses le Suédois Mattias Holmberg, qui lui aussi ne va pas tarder à chuter. Dans ces conditions dantesques, Raphaël Salle remporte la manche, faisant trébucher Björn Dunkerbeck qui conserve tout de même la tête du classement général. Oui, il était à mon vent et quand on est au vent de quelqu'un, c'est assez dur d'éviter les vagues et tout. Je l'ai un peu lopé, il s'est envolé, il a dû tomber. J'ai pas vu, c'était derrière moi. Bon, est-ce que ça veut dire que Raphaël Salle, poids léger, se sent bien dans un vent fort? Oui, j'ai toujours été bon dans le vent fort parce que la planche et la voile sont plus adaptées à mon gabarit. À un moment donné, il y a la pratique des Hawaïens qui est arrivée avec des planches qui avaient des footstraps qui s'étaient raccourcis, qui avaient perdu leur dérive. Et là, on voyait des images arriver d'Hawaï avec des gens qui sautaient les vagues et tout. Et Maui especially was really the mecca for that. And it was the proving ground where everybody would come, no matter where they were from in the world, so including Raphael from France. De suite, moi, j'avais envie de quitter ce monde de la régate et de partir dans le monde du funboard hawaïen. Donc,
Mon premier voyage à Hawaï, c'était en 83. Sa présence ici à Hawaï et la réalisation d'un vieux rêve, être un véritable pro du funboard, oui, un ancien de la course open, mais que le sacro-saint triangle olympique avait fini par lasser. J'ai été 2 fois champion de France en Open et vice-champion du monde en 83. En 84, j'ai décidé d'arrêter l'Open pour me lancer dans le Fun. Est-ce que tu penses que ton expérience en Open t'apporte beaucoup dans les vagues d'Okinda? En Open, on prend l'habitude de naviguer en réfléchissant, en faisant un peu de tactique. Et certains qui arrivent du surf, ils pensent pas trop au vent, ils pensent plutôt qu'aux vagues et ça sert un peu. Et ça sert surtout en World Cup pour les courses racing et les slaloms. Pourquoi tu as voulu abandonner l'Open? C'est beaucoup plus attirant de faire du fun au point de vue monétaire et puis pour voyager, aller à Hawaï, naviguer dans les vagues, ce qui me plaît. À 20 ans, tu réfléchis pas trop et tu arrives à Hawaï, tu sors, tu te sens bien et tu réfléchis pas que les Hawaïens ils sont nés là-bas dans ces vagues-là et que toi tu arrives de la Méditerranée, que tu n'as jamais vu une vague plus haute que toi. Mais de suite, je me suis senti à l'aise. Les journées où il y avait les plus grosses vagues, des fois on n'était que 4 ou 5 à l'eau et j'étais au milieu des Hawaïens avec eux et ils étaient contents de me voir là, le petit français. The next stop of the World Cup Series, where again many spectators and television stations showed great interest in high-performance board sailing. C'était des stars, ils étaient extrêmement gâtés. In the old days, it was $250,000 prize money, and it's a little bit of a shame in that sense for the professional guys today that it doesn't have the impact and the money and the fanfare that it used to have. À la Torche, on avait des journées avec 100 000 personnes qui venaient voir la planche à voile. Yeah, La Torche was amazing. And very unexpected, I think, for all of us. 84, 85, 86, 87, the years, the trajectory of windsurfing professionally was just growing exponentially. On voyait de la planche à voile à la télé tout le temps. Tout le monde connaissait les stars de la planche à voile. Tout le monde avait fait de la planche à voile dans sa vie. C'est vraiment une époque incroyable. Personnage indispensable au fun, qu'aucun croquis coquin ne saurait ignorer, les fans et les groupies. Il y a beaucoup de groupies qui viennent ici? Ouais, elles viennent toutes. Après, le star system, moi, j'y suis pas trop sensible, tu vois, donc bon, ça restait mon petit ami à l'époque. Oui, je me rendais compte, évidemment, que bon, pour certaines personnes, ça pouvait être quelqu'un de pas ordinaire, mais c'est pas que des choses auxquelles je suis très sensible. Je reste assez les pieds sur terre, quand même. En Coupe du Monde de Funboard, des fois, on nous appelait Raphaël Salle et des fois F1. Robbie, c'était US 1111, chacun était appelé par son numéro. Donc tout le monde me connaissait en tant que F1 à l'étranger, donc j'ai dit, si je fais une marque, pourquoi pas l'appeler F1, c'est parti comme ça. Quand je suis arrivé à Hawaï, ils ne connaissaient pas trop mon nom au début, les Hawaïens, donc ils m'ont appelé Fifi. Et c'est vrai que quand je rencontre des Hawaïens de l'époque, ils m'appellent encore Fifi parce que F1, pour eux, ça faisait Fifi. Donc, j'ai pas appelé la marque Fifi, j'ai gardé F1, mais c'est vrai qu'à Maui, il y en a encore qui me connaissent sous le nom Fifi. Le kite, en fait, a pu se développer quand les windsurfers comme moi ont eu envie de quelque chose de nouveau. Ça, c'est une bonne leçon aussi. Il faut toujours faire attention au moment où, au bout de 20 ans, il n'y a plus assez d'innovation dans un sport et que les gens ont besoin de quelque chose de nouveau. J'ai compris l'histoire. Raphaël venait d'arrêter sa carrière de sportif en planche. Donc c'est ce que j'appelle les années patates. Donc on avait
Raph avait décidé de faire des planches de planche à voile. Donc F1, à la base, c'était des planches de planche à voile. Et évidemment, le marché de la planche était loin d'être ce qu'il avait été dans les années 80. Donc on nous attendait pas, tu vois. Donc vraiment, ça a été très difficile. Et ça a été combiné à une période aussi où, pour tout sportif de haut niveau, c'est hyper compliqué d'arrêter sa carrière. La fin de carrière d'un sportif professionnel, c'est pas facile. Je suis passé de... Je fais le tour de la planète toute l'année. À l'époque, on passait 3 fois 1 mois à Maui dans l'année. D'un coup, je suis resté à Montpellier toute l'année. Donc redevenir quelqu'un de normal avec des horaires et peut-être aussi ne plus être regardé, comme tu disais tout à l'heure, comme quelqu'un d'un peu particulier. C'est hyper compliqué. Et là, c'est dur 2 fois, parce qu'on n'est plus sportif de haut niveau, on rentre un peu dans la vie normale, et en plus, on n'a plus les conditions qu'on a eues pendant 15 ans. Et là, j'ai commencé à chercher un autre sport. Un jour, il arrive, il me dit je vais essayer un truc, je vois un peu à Hawaï, il y a des gens qui arrivent à se faire tirer avec une aile de traction et une planche sur l'eau. Donc j'ai commencé à regarder les cerfs-volants et le kitesurf. Mais à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Il y avait 2-3 personnes qui essayaient de glisser avec des planches et des kites. On faisait rigoler avec nos espèces de cerfs-volants qui redécollaient pas de l'eau. On rentrait à la nage. Au début, on faisait rire. Raph a commencé à s'y intéresser quand il a vu qu'il y avait un potentiel, qu'on sautait vraiment plus haut, sans vagues. Et donc là, comme d'habitude, il a eu vraiment le regard qu'il fallait à ce moment-là et anticiper de dire là, je pense qu'il y a un vrai sport à développer. Et là, il me dit chérie, si on arrive à revenir au point de départ avec ce sport, c'est le prochain sport de glisse. J'ai rigolé. Mais vraiment, j'ai rigolé. Je ne l'ai pas cru une seconde. On venait de démarrer une marque de planche à voile à une époque où le marché était en train de se casser la gueule. Et moi, je partais à jouer avec des cerfs-volants sur la mer. Donc c'était quand même... tout le monde se demandait si j'avais pas un peu dérapé à l'époque. C'était un peu drôle. Et en fait, j'étais très inquiète parce que je savais qu'il avait du mal à rentrer dans cette peau de Monsieur Tout-le-Monde. On a galéré avec le business, parce que voilà, nos planches, on n'en vendait pas tous les jours. Et j'avais peur qu'il ait trouvé un dérivatif, si tu veux, et qu'il n'arrive pas à rentrer sur ce chemin où fatalement, à un moment donné, il fallait qu'on rentre, et qu'il trouve autre chose finalement pour compenser un peu la perte de tout ça. Finalement, au bout d'1 an, on a réussi à revenir et remonter au vent avec un kite. Et ça, je pense que, bien sûr, tout le monde a sa version du début du kitesurf, puisqu'il y a les versions de chaque pays, chacun a commencé dans son coin. Mais je pense que les premiers qui ont réussi à caper, c'est nous, à Montpellier. On a été les premiers à revenir de là où on partait. Et c'était pour moi quand même impossible de développer un sport où on partait d'en haut et on dérivait 10 km et il fallait venir nous chercher en bas. Et donc, je me suis bien plantée, évidemment. Et depuis, c'est devenu une blague entre nous. C'est-à-dire que quand lui me dit « Qu'est-ce que t'en penses de ça ?», que je lui dis « J'y crois pas du tout », il fonce. C'est vrai qu'on n'est pas toujours tendre avec lui. C'est-à-dire que quand il débarque avec des nouvelles idées ou des nouveaux produits, des nouveaux trucs comme ça, avec Julien et maman, on est là. T'es sûr, mais ça a l'air tout pourri. On n'a pas toujours cru en lui, mais ça l'a jamais arrêté. Peut-être même au contraire, tu vois. Je dis, vous allez voir, je vais y arriver et je vais vous prouver le contraire. Et le pied avant, le pied arrière, on enlève le harnais, on envoie l'aile en marche avant et on décolle.
Obviously, Raphael with F1 was a real pioneer in kite surfing as well, and then quickly adapted to the inflatable kites. Moi, je distribue les planches à partir de Montpellier. Les ailes Wipika sont distribuées à côté des Saintes-Maries-de-la-Mer. Donc, il y a comme un pôle de la pratique, mais aussi un pôle des industries et de tout ce qui est vente de matériel de fly surf autour de Montpellier. Car la Mecque du kitesurf n'est pas Hawaï, mais Montpellier. Du vent, pas trop de vagues, l'idéal pour le kite. Et surtout, c'est ici qu'ont élu domicile les 3 fabricants français. Le label tricolore fait vendre. Et comme il est le premier sur le marché du kite, il va rafler la mise. Aujourd'hui, il ne regrette pas son choix. Sa spécialité, ce sont les planches. Il en vend 4000 par an. Une PME... C'est ça qui est extraordinaire, c'est que je pensais pas du tout qu'on serait là, qu'on vivrait ça. C'était incroyable. Et je me souviens lors de l'entretien d'embauche donc avec Raph et Sophie, j'avais posé la question à Raph s'il prévoyait justement de faire évoluer le sport, le produit, etc. Et sa réponse a été oui, qu'il avait plein de choses d'idées, de choses en tête, etc. Ici, c'est notre petit stock. C'est un peu le fouillis parce que c'est la saison et tout arrive et tout repart. Par contre, c'était marrant parce que les locaux, on était 2 dans le stock, on faisait tout à la main sous Excel, il n'y avait pas de logiciel. Je me souviens, Sophie venait nous aider pour faire les BL à la main, noter les numéros de série. Quand on avait des camions, parce qu'à l'époque, c'était pas encore des gros containers, la blague, c'était qu'on faisait glisser dans les escaliers qui étaient en moquette. Donc ça, c'est vrai que c'est une époque où je pense que les gens d'aujourd'hui ne se rendent pas compte. Et ouais, l'ampleur que ça a pris, c'est impressionnant quand même. Quand tu passais chez eux, c'était toujours j'ai pas de carton pour emballer, il me faut. Donc c'était marrant. Et puis bon, ils étaient vraiment tous les deux. Hein, il faut voir le contexte. Ils étaient tous les deux dans un garage d'une maison. Donc ils faisaient et l'emballage, et les expéditions, et la vente, etc., etc. Donc il y avait toujours des petits couacs, hein, comme toujours quand on débute. Là, c'est le premier bureau dans notre chambre avec Sophie. On était jeunes et bronzés. Hein. C'était bien de les voir commencer tous les deux comme ça et de voir ce qu'ils sont devenus surtout. Donc je trouve que ça montre qu'il y a toujours de l'espoir quand tu as de la volonté et l'envie de réussir. Notre premier ordinateur pour pouvoir recevoir les mails du monde entier de ceux qui voulaient acheter des planches de kite. Maintenant, il y a 40 employés, il y a 3000 expéditions au jour. Et ça n'a plus rien à voir quand ils couraient partout dans leur garage à chercher un bout de carton, le scotch pour fermer le carton. Et c'était, de 2, ils sont passés à 50, donc forcément l'activité n'est plus la même. Et je pense que maintenant, ni Sophie ni Raph ne fabriquent et ne rangent leurs planches dans les cartons. La première planche de kite F1. Bon, d'ailleurs, il y a encore un logo avec une planche à voile dessus, parce qu'à l'origine, on était quand même une marque de planche à voile. Et ça, c'est la fameuse 215. Les moments clés, bien sûr, le démarrage, hein, avec cette fameuse planche de 15 qui a quand même été la première planche de série de kite au monde et qui nous a ouvert des tas de portes et avec laquelle on a commencé à construire notre réseau, finalement, à l'international. Je me souviens de l'arrivée de le premier proto de la première 215, donc la première planche de kite qui a existé, quoi. Ça, je m'en souviens très bien. J'étais jeune, hein. Du coup, je devais avoir 8-9 ans. Elle était à côté dans le bureau F1, c'est-à-dire à côté du lit de mes parents. Posés par terre, et ils étaient, je sais plus qui il y avait quelqu'un qui n'était pas de la famille et qui regardait tous cette board là, et moi j'étais là, c'est quoi cet attroupement, vous faites quoi, et puis je n'ai pas compris pourquoi ils étaient si heureux d'avoir ça sous les yeux. Une
planche qu'on riderait plus aujourd'hui, hein, ça va de soi. Mais pour l'époque, c'était la première planche avec laquelle on pouvait aller rider dans les vagues. Donc ça mesurait 2,15 m. Et on faisait tout avec. On sautait avec ce monstre. Je sais pas comment on faisait, parce que c'était énorme. Pas trop de volume, qu'on a réussi à cranter avec les ailes qu'on avait à l'époque et qui tiraient beaucoup en travers parce qu'il n'y avait que 2 lignes et pas de bord échoqué. C'est avec ce style de planche qu'on a réussi à caper au début. Je suis assez surpris, c'est pas mal en fait en navigation. On attendait vraiment un truc qui glisse ou qui avance pas. Et voilà, j'étais agréablement surpris. Mais on voit que c'est très étrange parce que c'est un chef de surf. Donc on se dit on va surfer, on va tourner, on va aller dans les vagues. Et en fait, moi je me suis rendu compte que ça tournait pas vraiment. C'est un peu fait pour aller tout droit et faire du freestyle en fait, en strap comme à l'époque quoi. Comme à l'époque où ils sautaient des camions à Bauduc. Donc ouais, c'est rigolo d'avoir un chef de surf mais un feeling un peu plus calé, pas très surfy quoi. Mais une bonne expérience en tout cas. Ouais, dans les moments marquants, il y a eu tout ça, les premiers locats, les premiers mondiales du vent. C'était assez fou de voir les gens s'envoler comme ça, avec des 2 lignes en kite. Il y a 2 lignes, la plupart étaient à la caisson, il y en avait 2 ou 3 qui commençaient à avoir les premières ailes à boudin. Donc ouais, il fallait quand même avoir des sacrés coronesses pour se mettre dans ces conditions-là à l'eau. Et effectivement, comme les ailes crantaient pas, tant que les gars étaient pas sur l'eau, il fallait faire du lest. Donc on était plusieurs à le tenir, un qui lui amenait la planche au bord de l'eau, qui lui mettait presque les pieds dans les straps avant qu'il parte. C'était un peu du n'importe quoi, il faut le dire. Maintenant, avec le recul, il n'y avait pas trop de sécu sur le matos. Nous, on a des spots où on prend 45-50 nœuds facilement en vacances de Pâques pendant le mondial du vent. Et on voyait ces gars, et on savait quand ils partaient, on savait pas comment ils revenaient, quoi. Ouais, c'était une époque. Aujourd'hui, si on disait aux gens comment on a commencé le kite, ils nous prendraient pour des fous, ouais, clairement. Dès que le monde entier a vu que pour se mettre au kitesurf, il fallait appeler F1. À l'époque, c'était Wipika qui faisait les ailes. C'est une marque qui a disparu ensuite, mais les 2 premières marques qui ont livré du matériel de série, c'était F1 en planche et Wipika pour les kites. Donc là, on est passé de dernière marque de planche à voile à leader et seul capable de fournir des planches de kitesurf en 97. Donc là, le téléphone et le mail ont commencé à beaucoup plus fonctionner. Et là où F1 a vraiment été super forte, ça a été une grosse marque parce que tout de suite, Raph a senti un petit peu qu'il fallait être bon, qu'il fallait tout de suite se placer. Et en sortant la 2.15, qui est la première board à sortir en série dans le monde, et il vient me voir et il me dit mais attends, qu'est-ce qui se passe concrètement dans les ventes? Comment ça fonctionne? Et il me dit on est d'accord que pour une planche vendue, il y a quasiment 3 ailes qui se vendent. Je lui dis, ouais, c'est à peu près ça le rapport. Il me dit, mais en fait, il faut que je fasse des kites. La nouvelle forme en delta nous a beaucoup impressionné dès les premiers protos, alors qu'on ne maîtrisait pas encore bien le sujet. Les ailes avaient des qualités de vol énormes, donc ça a été vraiment... En fait, on n'a passé que 6 mois sur le développement de la Bandit et du delta C-Shape, et on a obtenu des résultats assez impressionnants. Donc je pense que c'est très prometteur aussi pour le futur. J'étais vraiment convaincu que ça serait un produit qui allait durer longtemps.
justement parce qu'il pouvait correspondre à un débutant et un pro. C'était très rare de réussir à trouver une innovation qui puisse correspondre à un panel si large de clients. Tellement large que quand je suis rentré au bureau ce jour-là, j'ai dit l'an prochain, on n'a qu'un modèle. Cette bandit qui a été là aussi des moments assez intenses, parce que quand Raphaël est venu et nous a dit je vais lancer un modèle qui fait tout, alors que toutes les marques avaient plusieurs gammes, je peux t'assurer qu'avec le directeur commercial, à l'époque, on a passé des nuits blanches. F1 a toujours été une marque à part, souvent à contre-courant, souvent critiquée au départ, mais également énormément copiée par la suite, parce que les innovations et les directions dans lesquelles sont partis Raphaël ont toujours été assez marquées. C'est un peu le caractère de Raph qui fait l'image de la marque aussi, du coup. Et c'est vrai que quand il était parti sur les Delta C-Shape avec ses ailes de kite, tout le monde a rigolé. Bilan des courses, on prend 15 ans après, tout le marché du kitesurf est quasiment, c'est tout du Delta C-Shape. C'était vraiment une révolution, ouais. Ça a aussi permis à l'entreprise aussi de grandir. Et là, on n'avait pas de place, donc il a fallu prendre un deuxième dépôt. Et c'est ça qui a lancé le succès de F1 et qui a fait décoller l'entreprise. Tous les magazines ont fait des tests, on dit du bien de la Bandit et c'est parti très vite après. La première fois que j'ai essayé la Bandit 1, c'était magique, tu vois. Moi, j'ai adoré la sensation de comment la voile est dévente, tu vois, dans la vague. Ça m'a aidé vraiment beaucoup pour commencer à faire des grosses courbes dans le vent offshore. Mon premier trip avec F1, c'était à Madagascar en 2008. Et là-bas, on a fait aussi la première vidéo de On Strapless. Ils ont fait sortir la Dict 1. Et la vidéo c'était magique et tous ils me parlaient Mitou, ouais, c'est sympa cette vidéo et comment c'est possible, tu fais ça avec la planche, il y a la colle, parce que tu vois c'était tout neuf et les gens ils connaissent pas vraiment trop le strapless et tous ils demandaient comment c'est possible à faire toute cette manœuvre avec cette planche de surf, tu vois, sans rien, sans accroche. La Dict 1, c'était vraiment magique. Et encore maintenant, les gens ils parlent de cette vidéo. F1 sort Addict, voilà, clairement, on bascule dans un autre, c'est vraiment le film attendu, quoi. On a l'impression que c'est, je sais pas, c'est un blockbuster, c'est une production hollywoodienne dans notre milieu, ça fait cet effet-là, quoi. Avec cet esprit d'innovation, toujours, on a même été les premiers à faire des films avec des caméras RED, toujours aussi innover dans la façon de shooter, la façon de faire le trip. Pour recréer le mouvement de caméra entre, on vient refaire toute la géométrie de la scène, en fait, tout le volume, on vient refaire la vague là où elle était, MeToo là où elle était, on reprojette la première prise de vue dessus.
Et ça, encore une fois, c'est pas uniquement que du business, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, des super prods comme ça coûte beaucoup plus d'argent, entre guillemets, que ce que ça en rapporte. C'est vraiment, les budgets sont énormes pour sortir des films comme ça, pour que les gens prennent du plaisir, en fait, clairement. Il y a les produits dont on parle beaucoup, les innovations, mais il y a aussi tout le côté marketing. Voilà, quand on dit le mot marketing, les gens ils se disent c'est encore pour vendre plus, tout ça, capitalisme. Mais non, pas forcément. Il y a tout le côté inspirationnel, inspirer les gens à débuter nos sports peut-être. Je sais que des films comme Entendroy chez F1, ils ont résonné. Voilà, les gens ils s'en souviennent encore, ils s'en souviendront, j'espère toujours. Donc inspirer les gens, c'est tout aussi important que faire des bons produits, je pense. Quand je rencontre Raphaël, Sophie, tu vois, tous les teams F1, ça fait vraiment plaisir, tu vois. C'est pas que en relation de rider-marque, mais c'est plus en relation de famille. Et ça, pour moi, c'est très important, tu vois, parce que on partage la même émotion, la même passion. Ouais. Ça, ils sont déjà là-bas, tu vois. Ouais, c'est bien. C'était froid, là. Top. C'est une grande famille. C'est vrai qu'on est passé de 5 ou 6 en 2005 à 40 en 2023. Ouais, une grande famille. Je pense que vraiment, surtout maman qui est hyper tournée vers l'humain et quelqu'un de très humaine et profondément gentille. À chaque rider, chaque salarié qui a pu passer ici, pour elle c'était comme des enfants, des cousins ou d'autres frères et sœurs. Elle a toujours avancé avec son cœur. L'équipe, moi, c'est mes petits. J'ai une espèce de relation très maternelle avec eux, mes petits du boulot. Je pense que c'est lourd à porter, toute cette partie salariée. Et elle le fait super bien. Et pour moi, c'est un peu comme une deuxième maman. C'est ma maman F1. C'est tellement du bonheur de travailler ici, de travailler au milieu de cette équipe. Je sais pas comment te dire. C'est tellement de personnalités différentes. Mais vraiment, sur 40 personnes, tu as des gens vraiment de tout horizon, d'éducations différentes, de milieux différents, avec des pensées différentes. Et tout ça rassemblé au sein d'une même histoire, qui est l'histoire des F1, ça fait une énergie, ça fait quelque chose de magique, quoi. Ça me surprend même encore, tu vois. Avoir l'habitude de tout faire tout seul, en fait, ce que c'est ça. Le début avec Sophie, on était 2 à tout faire. Et maintenant, partager ça avec toute une équipe et des compétences qu'on n'avait pas, ça, c'est super cool aussi de pouvoir recruter des gens super forts dans leur domaine, qui nous apportent beaucoup. Ça fait progresser la marque à des niveaux qu'on n'avait pas imaginé avant, en fait. Et puis tu sens beaucoup d'amour aussi pour cette aventure, pour cette histoire, et c'est absolument nécessaire, c'est absolument, pour nous en tout cas, c'est indispensable. Parce qu'on a besoin de savoir qu'il y a des gens qui rentrent dans notre histoire, qui la construisent avec nous. C'est quand même une passion pour nous, cette boîte, clairement. Et la passion, elle est bien quand elle est partagée. Non, F1 m'a fait grandir dans ma vie personnelle aussi. Et puis le fait de venir travailler avec l'envie, toujours la joie de venir travailler et d'essayer de faire toujours évoluer sa société. Parce qu'on nous fait vraiment sentir qu'on fait vraiment partie de la famille et qu'on aide F1 aussi à grandir. Et ça me fait lever tous les matins.
Un dimanche midi, chez les salles, on se voit souvent le dimanche. C'est un peu moins, mais on a toujours eu des grands repas de famille très régulièrement le dimanche, en fait. Ça check winds up pour savoir s'il y a du vent, si après le repas, on peut partir un peu en douce. Ça rigole, c'est une bonne entente. Beaucoup de chance d'avoir une famille comme ça, quoi, clairement. Vous avez oublié les méduses en Grèce? Non. Ah, non. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça, je pense. Oui. J'ai encore le bruit dans mes oreilles. Ouais, pareil. C'était extraordinaire. Elle savait pas jiber, elle arrive dans un champ de méduses. Mais tu l'as forcée en plus, je crois Mais qu'elle oui, n'avait pas envie d'aller Elle n'avait jamais envie de faire rien, de toute façon. Et elle s'est retrouvée au milieu d'une bande de méduses, mais alors un truc genre énorme. Je me souviens, tu pouvais pas les éviter. Elle hurlait. Ouais, trop. Ouais, je savais pas jiber, c'est ça qui était horrible. C'est que je savais qu'à un moment donné ou à un autre, j'allais devoir poser les fesses dans l'eau pour pouvoir faire demi-tour et revenir. Ça dérive souvent sur le boulot, évidemment. Ma mère essaie de recadrer. Elle dit « Ah non, on parle pas boulot. » J'ai la montre sur la table, je surveille l'heure. À quelle heure tu dois partir? Dès que je peux. Heureusement, elle donne pas la force du vent. Pourquoi tu dois faire quoi? Et puis c'est elle, 5 minutes après, qui va repartir dans le boulot. Bandit et destroy. C'est journée double test. D'un point de vue de fils, pour moi, c'est un mentor. Dans la vie et dans le travail, c'est un exemple. C'est un partenaire, c'est un pote. Heureusement qu'il aime bien Lui, il aime bien venir à côté de toi, regarder, te chauffer un peu. Qui essaie de venir à côté de moi. Et moi, je m'en fous, tu vois. Bon, la dernière fois qu'on a fait des bords de pré, il prenait des algues. C'était la semaine dernière. Tu vois, il fait des bords de pré avec moi. Ouais. Quand même. Non, mais moi, ça me fait pas du tout rire de faire des bords de pré, quoi. Mais tu crois que moi, ça m'amuse? C'est pour tester mon matériel. Moi, je pense qu'au fond de toi, ça t'amuse. C'est pour tester. Je pense qu'au fond de toi, t'adores ça. Attends. Et puis pour faire des Au dents fond de toi, de t'es un mine, raceux. pour faire des dents de mine, il faut commencer par remonter. Papa, si ça t'avait pas un fond de plaisir quelque part, tu serais pas là à 60 ans à toujours faire des bords de pré depuis 60 ans en fait. C'est pour tester le matos. Oui, mais doit y avoir une part de plaisir et c'est plus que de la passion là. Mais j'aime tout, moi. T'imagines le nombre de kilomètres que t'as fait? À 200 jours par an de bord de pré, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de kilomètres. Combien de kilomètres? Combien de fois t'as fait? J'ai compris récemment, en fait, il y a deux choses. Soit on construit une maison de famille et on fait des fondations solides et on monte les murs petit à petit. Soit on rachète quelque chose, on construit vite, on le repeint, on fait joli et on essaie de le revendre. Donc c'est vrai que je vois beaucoup de marques qui changent de propriétaire en ce moment tous les 4-5 ans parce que on investit, on rénove, on revend, on investit, on rénove, on revend. Mais F1, c'est pas ça. C'est la maison de famille et c'est construit depuis les fondations, c'est solide et ça doit rester dans la famille. C'est pas destiné à être repeint, à refaire un peu briller pour être revendu. C'est vraiment ce qui importe, c'est qu'on garde notre liberté de penser, de créer, d'aller là où on le sent. La volonté, elle est d'être nous, finalement, de toujours rester nous. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qu'il faut que Julien fasse, mais je crois qu'il a compris aussi. Bon, j'espère que tu as préparé ton testament. Hein? Allez, Philo! Allez! J'ai commencé le VTT vers, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans. C'est 8 ans dans la forêt, bouger de la terre et voler des palettes pour construire des seaux, quoi. Et du coup, c'était vraiment ma passion. Bon, j'en avais marre même, parce que toute ma vie tournait autour des sports nautiques. Dans la famille, c'était sport nautique. Tout le monde s'attendait à ce que je fasse ça, que, tu vois, peut-être que je sois champion de windsurf ou de kite. C'est dur de se dire, moi qui ai toujours refusé toute mon enfance et mon adolescence d'être le fils de, rentrer dans la boîte des parents, ça a une
une notion fils à papa, le fils du boss. C'est super dur de faire ce pas-là, en fait, parce qu'on se dit « Ah, on va me juger ». Ouais, moralement, pour la fierté, ça fout un coup, en fait. Tu te dis « Bah, je suis là parce que j'ai pas trouvé un autre travail. Tu vois, je n'étais pas assez bon pour aller ailleurs ». J'ai pas tout de suite eu cette passion, en fait. Elle est venue beaucoup plus tard que ça. Julot, on lui a jamais imposé quoi que ce soit. Le bonheur de nos enfants passe vraiment avant tout. Et quand Julot a fini ses études, en fait, comme tous les étudiants qui avaient fini, il commençait à envoyer ses CV et se passait des semaines sans qu'il se passe rien. Et son père lui a dit écoute, viens travailler chez nous, ça te fera une ligne de plus sur le CV. Il a commencé, si je me trompe pas, comme assistant en communication. Et puis, au bout de quelques temps, il a découvert qu'on avait cette petite marque Manera, là, qu'on avait créée, il me semble, en 2011. À l'époque, on avait sorti une ligne de bagagerie et puis on avait mis de côté cette marque parce qu'on n'avait pas le temps de la développer et de s'en occuper. Et Julien nous a dit, ça m'intéresserait de m'occuper de cette marque. Je me souviendrai toujours de ma mère qui dit, mais t'auras jamais assez de boulot avec cette marque-là. Et si on voyait aujourd'hui, du coup, c'est vachement différent. Je lui rappelle souvent d'ailleurs. Et puis le fait, moi, d'avoir mon projet au sein de la marque, avec quand même comme mentor mes parents encore, pour moi, c'était un super plan parce que j'avais l'occasion de faire mes preuves un peu, j'avais l'occasion de faire mon truc avec mon image. Aujourd'hui, on voit que les images de Manera et F1, elles sont quand même différentes, donc Manera me ressemble quand même plus. Et voilà, c'était une super opportunité en fait. Et maintenant qu'il a vraiment bien développé Manera, qu'il sent qu'il a confiance en lui, et nous on a confiance aussi en lui, on a vraiment confiance en ses capacités, il est en train de reprendre F1. Il a un talent extraordinaire. On est épaté par ses possibilités. Il suggère, il a des tas de projets, mais des projets qui sont d'une évidence pour nous qu'on n'a pas eu ces idées-là. Je pense qu'il a cette lecture de la mer aussi. Ça, le produit, ça lui parle. Il sent les choses. Il faut savoir que Julien, quand même, il est... sur beaucoup de projets feuilles, notamment, il est à l'initiative de ces projets. Qu'est-ce que ça me fait de les voir travailler tous les deux ? C'est tellement beau de voir un père transmettre à son fils tout ce qu'il sait faire et sa vision des choses et de voir un fils qui est très réceptif à tout ça. Je sais que ça va pas leur plaire, mais mon père et mon frère se ressemblent beaucoup. Ils ont été assez conflictuels depuis l'adolescence de mon frère, et puis après, c'était un petit peu comme deux énergies du feu qui avaient du mal à se comprendre et à se capter. Mais pour moi, au final, c'est juste parce qu'ils ont un peu les mêmes caractères. On est souvent dans l'eau ensemble. C'est quand même une grande chance de pouvoir partager toutes ces passions, tous ces nouveaux sports. Récemment, c'est pour la première fois, c'est moi qui l'ai mis à un sport, le downwind, en stand-up. Et ça, c'était top pour moi aussi de pouvoir lui apprendre quelque chose que j'avais pour une fois fait avant lui. Tu vois. Ça, c'était rigolo aussi. Et le cap, c'est ça, Julot. Ça fait combien? Je pense que tu tirais pas mal à droite au début. Là, on est un peu. Et là, regarde, je longe la houle, plutôt. On va se retrouver trop à gauche.
Je t'ai dit qu'on allait tirer à droite, tu m'as dit non. Oui, mais on peut pas là où elle vient de droite. Clapot. Tu peux en mettre une. Le clapot, il faut du vent. Voilà, il faut la 1002, je crois. Non. Après, j'en ai plus, si tu me la prends. On est là jusqu'à 17h, je pense. Là, maintenant, et après, une fois que t'es en l'air, tu gagnes. À chaque fois qu'on part en downwind, il est là. Il n'y a rien là, je vole pas. Mais en fait, c'est très cool. C'est plutôt un downwinder pessimiste. Dans le succès d'F1, c'est toujours moi qui suis un peu sous les feux des projecteurs, puisque je suis le personnage un peu public de la marque, évidemment. Mais il ne faut pas oublier Sophie. Cette confiance que j'ai en elle dans son travail m'a permis à moi de me dégager de tout ça et de me concentrer que sur mon côté produit. Et c'est vraiment la clé du succès. Que moi j'ai cette liberté de partir à la plage avec une partie de tous les soucis de la boîte qui sont absorbés par Sophie. La success story d'F1, c'est dû en grande partie à la force morale de mes parents, je pense. Le succès de F1, je pense que ça vient de nous deux. Oui, je pense que ça vient de nous deux, sans prétention aucune, mais ça vient de nous deux. On voit plein de boîtes où il y avait une bonne idée, un entrepreneur charismatique, qui était fort, qui avait une belle vision. Dans quelques années, la boîte elle coule, on ne sait pas trop pourquoi. Je pense qu'F1 aurait pu complètement faire partie de ce genre de boîte s'il n'y avait pas eu ma mère derrière qui s'occupait de toute la gestion, quoi. Je pense qu'on ne se rend pas compte du rôle, de l'importance du rôle qu'elle a dans cette entreprise. C'est quand même elle qui gère tout l'administratif, tout le financier, tout le légal. Il y a quand même plein de fois où si elle n'avait pas été là, j'aurais peut-être fait du vélo aujourd'hui. J'aurais pas fait du kite ou du foil, quoi. Le bonheur de tout ça, c'est qu'en fait, on a des différences qui s'imbriquent, qui s'entrechoquent pas, qui luttent pas les unes contre les autres. Donc, et ce truc-là fait qu'en fait, on dégage à tous les deux une espèce de force. C'est impressionnant. Même nous, des fois, on se dit, mon Dieu, mais comment on a pu traverser ça? Et on a une force extraordinaire. To see a success story like that, I mean, I like to think of Nash as a success story, a brand that grew from the ground up over all these years and blossomed into different sports and helped create all of these different sporting opportunities for a lot of people. And F1 is the same. You know, we have parallels the whole time, you know, whether it be into kiting, into stand-up, into winging. We've certainly helped to create some really cool sports. Et j'espère que dans les 30 ans qu'on a passés, on a participé à l'évolution de tous nos sports. Du funboard, l'arrêt de ma carrière, besoin de nouveautés, je suis passé au kite. Il y a eu un petit épisode stand-up paddle. Après, il y a eu le foil en kite, qui était une étape aussi importante. Et puis la wing. La wing, à la fin, c'est l'apothéose de ma carrière, parce que j'ai fait 76-96 planches à voile. De 96 à 2016, encore 20 ans de kite. Et après, le foil est arrivé. Et 2019, la wing est arrivée. Et je pense qu'on en a encore pour quelques années avant qu'il y ait quelque chose de nouveau. Si on me demande aujourd'hui, c'est quoi le prochain truc? Le prochain truc, c'est améliorer tout ce qu'on a en foil. On est au tout début de l'histoire du foil. Sur la vision qu'on a de la société dans l'avenir, c'est on veut rester cette petite boîte de plaisir, cette petite boîte qui innove, qui crée, qui propose. Le petit outsider, tu sais, qui va un peu gratter le poil des gros là,
cette position, elle est trop bien. C'est ça qui nous plaît. On fera tout pour rester ça. Et on veut pas plus, parce que là, c'est juste parfait. Aujourd'hui, on est 3 à diriger l'entreprise. Avant, c'était moi et Sophie, et maintenant, il y a Julien qui est de plus en plus présent. Et j'apprécie qu'il arrive avec sa vision, et c'est ce que j'attendais de lui aussi. Si c'est pour refaire la même chose que nous, et refaire du passé, c'est pas top. C'est bien qu'il arrive et qu'il révolutionne un peu tout dans la façon de choisir les équipes, la façon de communiquer, la façon de voir un peu toutes les nouveautés et les tendances du marché. Il va falloir que je sois à la hauteur de mes parents, de ces 2 animaux, tout en faisant de F1 et Manera ce que j'ai envie d'en faire. Ça va pas être facile. Mais il y a moins de pression, je pense, que ce qu'on pourrait croire parce que je me régale. Je suis heureux, comme je disais tout à l'heure. J'ai vraiment pas de... C'est pas du mauvais stress que j'ai. C'est le stress pour aller plus loin, faire toujours plus, faire bien, faire aussi bien qu'eux. Quel serait le bilan de tout ça, de ces 25 ans de bonheur? On s'en fout du bilan, en fait. L'essentiel, c'est qu'on continue, non? Clap de fin! Rhinestones on her hemline, lipstick on her cocktail, voodoo skagash Magdalene, disco ball refracting, beads of light on the dance floor like stars, like the earth to the sun I'm drawn. Maman, je sais que vous êtes allée chez le coiffeur avant cette interview et je sais que j'y suis pas allé. Je suis vraiment désolé Je suis vraiment désolé. Je m'en veux pas. J'ai pris une amende devant la maison aussi hier et tu le sais pas encore. Et tu vas la recevoir d'ici une semaine, j'imagine. Ne m'engueule pas. Sois gentil, j'ai dit des trucs gentils sur toi aujourd'hui en plus, donc s'il te plaît. Voilà. Cleopatra, you are my Juliet.